Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau temps fort des journées digitales et internationales de la supply chain organisée par Agora Manager Club. Pour cette nouvelle émission en live, nous parlerons de logistique urbaine et de e-commerce. Surtout, nous nous demanderons comment concilier les impératifs environnementaux avec les attentes clients. Nous aborderons les ajouts actuels et à venir pour la livraison en milieu urbain. Nous parlerons de l'adaptation et de la transformation des lieux de circulation et d'accueil. Nous évoquerons également la façon dont l'écosystème se coordonne. On pensera au rôle des entreprises, des transporteurs ou encore à celui des retailers. Et enfin, nous discuterons des solutions justement pour pallier les principaux achoppements rencontrés face à ce sujet de logistique urbaine. Pour soulever ces enjeux et y apporter une vision experte, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau François Fortin, responsable des alliances avec les cabinets de conseil chez IR Technologies. Bonjour François. Bonjour. À vos côtés, Guillaume Mullier, directeur de l'innovation et du business development chez Adameo. Bonjour Guillaume. Bonjour Geoffroy. Et aux côtés de Guillaume, nous avons le plaisir également de recevoir François-Michel Lambert, député, président de l'Institut de l'économie circulaire et puis surtout animateur sur Supply Chain Village. Bonjour François-Michel Lambert. Et enfin, en face de moi, j'ai le plaisir d'accueillir François-Xavier Forestier, directeur des opérations et aussi membre du comité de pilotage de l'Agora Club Supply Chain Management Île-de-France. Bonjour François-Xavier. Bonjour. Petite remarque avant de commencer cet échange qui s'annonce passionnant. N'oubliez pas également de poser vos questions dans la barre de chat. Nous prendrons le temps d'y répondre pendant 10-15 minutes en cette fin de webinaire. Rentrons dans le vif du sujet. Ma première question va s'adresser à François-Michel. On parle beaucoup de logistique urbaine aujourd'hui. Que recouvre selon vous ce concept ? Alors, il faut toujours se méfier de certains concepts, et notamment sur la logistique urbaine. Je vais attaquer direct en disant que j'étais assez critique dans la loi d'orientation des mobilités, où nous n'avons abordé que la logistique urbaine et non la question de la supply chain, de la chaîne globale d'approvisionnement. Il n'y a pas un miracle qui fait que les marchandises sont déposées à l'entrée de la ville et que la contrainte ne serait que la distribution en ville. Maintenant, dans notre débat, évidemment, la logistique urbaine, c'est cet enjeu de desservir l'espace urbain, tant en termes d'approvisionnement qu'en termes d'évacuation, et je devrais dire aussi en termes de fonctionnement interne. Après cette crise du Covid, peut-être que j'aurais pas dit la même chose il y a quelques mois, on se dirige vers des espaces urbains, des métropoles, des villes qui seraient plus résilientes. Et pour être plus résilient, il y a de nouveaux modèles à construire, notamment trouver les ressources à cette résilience dans son propre espace. Mais les trouver, ça veut dire aussi les distribuer. Donc on voit que la logistique urbaine, il y a ces enjeux très visibles, très médiatiques, notamment autour du e-commerce, des enjeux d'approvisionnement type Amazon. Il va falloir qu'on en discute, mais il y a surtout, j'aimerais dire, plus que la logistique urbaine, c'est la logistique de résilience de la métropole, de l'urbain, qui est à penser. Nous avons un nouveau concept à développer. Et là, la question, est-ce que les politiques le perçoivent, le comprennent ? C'est peut-être aussi les débats que nous allons avoir autour de cette table. D'accord, vous soulevez-vous le destin un peu des collectivités, vous Guillaume, les enjeux de la logistique urbaine aujourd'hui ? Alors nous on le voit beaucoup plus du point de vue de nos clients, et notamment on a beaucoup de clients chez les prestataires logistiques. Si vous pouvez recontextualiser peut-être ce que vous faites. Alors à la on a un cabinet de conseil en supply chain, et justement on est en train d'essayer de réfléchir comment les supply chains vont être bouleversées dans les années qui viennent. Et notre constat fondamental, c'est que la logistique urbaine va accélérer la transformation des supply chains dans leur globalité, comme le disait très justement François-Michel. En fait, ce qui va se produire, ce qui est déjà en action dans certaines agglomérations, je pense à la ville de Nantes, je peux aussi penser en Espagne à une ville en Galice qui s'appelle Pontevedra, qui a vraiment restreint l'accès à son centre urbain à tout type de véhicules. Donc il y a 80% de la ville où on ne peut plus circuler en voiture et encore moins en camion. Donc ça pose la question, mais comment je fais vivre le commerce en centre-ville ? Ça pose vraiment beaucoup de questions. Comment j'organise les déplacements aussi, des gens qui partent en week-end avec des enfants. Donc ça pose la question fondamentale de comment je réorganise la vie en centre urbain. Mais une fois qu'on a posé cette question, ça veut dire que derrière, c'est l'ensemble des flux qui arrivent à destination de ces centres urbains qu'il va falloir réinventer. Et la logistique ou la supply chain dans son ensemble a toujours été pensée depuis le flux en origine qui est poussé vers la cité. Et demain, il va falloir réfléchir, je pars de la destination et je redéfinis toute la logique de mon flux pour être capable de massifier. Et nous, on voit qu'on a déjà un certain nombre de
de clients qui sont dans ces réflexions, que ce soit des clients qui soient chargeurs ou des clients qui sont transporteurs, des gens qui s'occupent du last mile. Et ce qui est bien, c'est qu'ils commencent tous à se mettre ensemble pour réfléchir à comment développer des nouvelles solutions autour de ces problématiques. Justement, à vos côtés, je pense qu'on va plus parler du côté écosystème, partie prenante. Justement, François Fortin, vous, votre avis sur le sujet de la logistique urbaine, pardon? Alors, c'est clair que la logistique urbaine est devenue quelque chose de plus en plus important et qui aujourd'hui remonte à la surface dans énormément de discussions, que ce soit effectivement avec les transporteurs, que ce soit avec les sociétés du monde du retail, qui ont vu émerger déjà avant le Covid, cette demande de leur base de clientèle qui effectivement demande à avoir accès aux produits de façon très simple et dans un temps record. Ça s'est encore exacerbé avec effectivement la crise du Covid, où les gens ont encore plus limité leur accès physique au magasin, sur lequel tout le monde a pris l'habitude du e-commerce. Et vous avez cité tout à l'heure Amazon comme étant effectivement un des pionniers. Je pense que ça va devenir, si ce n'est pas déjà, le modèle qui a mis un petit peu la barre et vers lequel le monde du retail, dans sa globalité, va rentrer en compétition et va devoir s'aligner petit à petit pour amener ce niveau de service que nous, en tant que consommateurs, on cherche à avoir. Très bien. François Michel, en tant qu'édile, comment ça marche les discussions? C'est d'abord les entreprises qui viennent vous voir, c'est vous qui allez voir les entreprises. Les réflexions s'organisent comment sur le sujet? Alors, moi, je pense. D'abord, je suis député, donc plutôt au législatif et pas en exécutif, mais par mon expertise avant d'être député. Effectivement, je crois que c'est surtout la difficulté du dialogue. Hein. L'élu local souhaite répondre à l'aspiration des citoyens du miracle de tout va très bien, mais sans les camions, sans les contraintes, qu'elles soient entrantes ou sortantes, hein, parce que il faut aussi évacuer notamment ou les déchets ou j'espère la production interne. Mais pour aller plus loin par rapport à votre question, il y a effectivement soit on a le modèle Amazon qui s'impose et qui percute ce que nous avons en place avec toutes les conséquences, on va en reparler, soit il y a une prise de conscience des élus, et c'est ce sur quoi j'essaie d'avancer depuis des dizaines d'années, 10-15 ans, c'est que c'est eux qui ont le levier de l'organisation de leur propre territoire. La logistique n'est pas à affronter, la logistique est un outil au service de la politique que l'on souhaite mettre en œuvre. Et si on reste sur la question de la logistique urbaine, si des territoires décident, par exemple, il y a des réflexions, moi j'appelle ça l'écureuil, c'est-à-dire d'avoir beaucoup de micro-entrepôts dispersés tous les 300-500 mètres dans la ville, dans des garages, dans des petits espaces qui sont livrés de nuit par un gros porteur, et puis après tout au long de la journée ce sont d'autres opérateurs à pied, parfois aidés par d'autres engins qui vont faire la livraison finale en allant comme les écureuils qui vont de réserve en réserve. Ça change complètement la ville, mais pour cela, il y en a un qui doit jouer le jeu, c'est l'élu. Ça se fait beaucoup à Rome, ça, je crois. Je ne sais pas, peut-être d'autres experts pourront vous dire où ça se fait. En tout cas, ça ne se fait pas, à ma connaissance, en France, et encore moins, c'est compris. En France, on sera plutôt sur bloquer l'entrée des poids lourds, bloquer les livraisons type e-commerce, créer des contraintes, alors que c'est tout l'inverse qu'il faut faire. C'est quel jeu on veut jouer, comment on collabore ensemble, voir si on a une stratégie, je finirai là-dessus, hein, si on a une stratégie anti-Amazon, je mets ça en théorie, hein, mais si on dit que la France doit garder une certaine souveraineté dans son approvisionnement, eh bien, qu'est-ce que l'on met en œuvre qui permet à d'autres opérateurs, que je dirais plus souverains, plus français, de pouvoir répondre aux besoins, parce que le besoin il est là, sans passer par la puissance qui est remarquable d'Amazon. Donc le politique doit se saisir de la logistique et non pas affronter la logistique. D'ailleurs vous Guillaume, merci François Michel, vous avez commencé à mettre en place, à anticiper des éléments de réponse sur les moteurs finalement. Vous, les moteurs pour la mise en place de cette logistique urbaine, ce serait quoi? Ou qu'est-ce qu'on observe actuellement? Il y a déjà des expériences qui sont concrètes et qui sont en train d'être construites. Je pense à
au cas de l'agglomération nantaise, où il ne sera bientôt plus possible de livrer sur l'île de Nantes sans passer par un consortium qui a été choisi par l'agglomération, composé de 3 prestataires logistiques, chacun avec des fonctionnalités spécifiques, et en fait qui sont en train aujourd'hui de s'organiser pour adresser l'intégralité des flux. Et donc là, on rejoint le sujet, c'est-à-dire que le e-commerce va être adressé de même que les flux retail au même moment, donc avec un effet de mutualisation qui sera positif. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez déplacer un bien et le livrer sur l'île de Nantes, quel qu'il soit, vous allez être obligé de passer par ce consortium, qui lui va s'organiser en construisant des entrepôts périurbains qui vont réceptionner les flux entrants, réceptionner les flux sortants également, et qui va se charger de distribuer l'intégralité des produits, quel que soit leur format, d'ailleurs que ce soit de la palette, du colis, mais on peut même aller plus loin. Qu'est-ce qui va se passer dans la livraison de chantier, qui va aussi être impacté. Ah oui, tout à fait, matériaux. Et donc, ça veut dire en fait que ce qui se préfigure, c'est une nouvelle manière de penser l'entrepôt. Aujourd'hui, malheureusement, les entrepôts sont pensés un flux, un stock, un client, une destination. Demain, il va falloir penser, dans mon entrepôt, j'ai de multiples flux qui doivent adresser une destination. Et donc, il faut que je m'organise en conséquence et que je mutualise mes moyens pour, en fait, l'objectif, il est très simple, c'est diminuer le nombre de kilomètres parcourus tout en maximisant la charge transportée. Et c'est seulement à ces conditions qu'on va réussir à avoir un bilan écologique positif, avec un impact majeur sur nos villes qui devraient devenir plus agréables à vivre. Alors on est sur des journées internationales, on a parlé de quelques exemples en France, on a parlé rapidement de Rome, l'écureuil, je ne sais pas comment ça se dit en japonais, mais je sais que le modèle existe au Japon. On peut avoir parmi nos visionnautes des gens qui sont confrontés à des supplies internationales et donc à des exigences locales, des cadres en tout cas, qui sont différents. Est-ce que vous voyez les uns et les autres converger des solutions ou des demandes, soit des pouvoirs publics, soit des consommateurs, soit une offre aussi des acteurs de la supply chain, qui permettrait de se dire demain ça va être un peu moins le casse-tête et on va avoir une cible qui ne va pas être un modèle unique. On a cité l'exemple d'Amazon qui déroule un modèle plus ou moins. Est-ce que demain on peut se dire il y a une harmonisation des attentes et quelque chose que les acteurs de la supply chain vont pouvoir lire un peu plus facilement pour que ça aille maintenant plus vite et que ce ne soit plus des pilotes effectivement ou à Nantes ou ailleurs. Permettez-moi pour redonner un cadre de aussi ce qui est en train d'advenir. Quand je disais qu'on peut empêcher Amazon d'imposer son modèle, c'est ce qui est aussi en train d'advenir dans des nouveaux modèles, j'allais dire, de consommation. Aujourd'hui, Amazon fonctionne sur un modèle de consommation, celui qui est hérité des 30 glorieuses et puis des 30 qui ont suivi années de hyper-consommation, c'est-à-dire je délivre du produit en masse. Ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup à l'allongement de durée de vie des produits, au partage, à la réparation, à la réparabilité, au réemploi. Vous parliez du BTP, de ne plus faire sortir les matériaux issus de la déconstruction de la ville pour faire entrer des matériaux vierges, mais plutôt travailler en espace le plus court possible. Et donc là, c'est des flux encore plus complexes, c'est des flux encore plus, moi je trouve, extrêmement intéressants pour ceux qui sont logisticiens, parce qu'il faut inventer des choses. Donc, à cadre constant, je laisserai peut-être plutôt les autres invités y répondre. Moi, en tant que politique, jouant sur les enjeux de durabilité, les enjeux de limite de notre planète, de changer nos modèles de consommation, je dis que ça sera aussi en même temps gagnant pour nos économies et être une forme de résistance, je ne suis pas anti-Amazon, mais quand même, d'entrée d'un acteur majeur qui est très bon dans la distribution, mais de produits qui ne sont pas fabriqués en France et même pas en Europe, et donc qui ne sont pas ce qu'il y a de mieux pour notre économie. Nous avons la possibilité, par des choix, commençons par le BTP, en disant que la construction du BTP doit s'appuyer sur la déconstruction dans le même périmètre. Donc, il n'y aurait plus ces entrées-sorties, il y aurait une autre logistique urbaine qui se mettrait en œuvre et qui nécessiterait énormément de data, puisqu'il faut avoir les informations les plus précises pour les redistribuer et permettre cet usage. Et puis après, on passerait sur des produits finis de réparation, sur les chaussures, sur les vêtements, des choses de ce genre. Donc, il y a peut-être une convergence internationale, mais je vous dis, regardez déjà ce qui est en train d'advenir derrière. Pour avoir participé à la loi économie circulaire qui a à peine 6 mois, on était à 2 doigts de ce basculement. La prochaine qui arrivera avant 2025 de loi, elle imposera fortement ces enjeux. Donc que les professionnels, que les acteurs, forts et riches de leur expertise remarquable, moi je viens de ce monde, se préparent et s'en saisissent et, allez, je vais finir une dernière fois sur Amazon, reprennent la main par rapport à Amazon. Je vais juste moi reprendre deux éléments et 2 mots-clés, je pense, qui ont été cités par mes 2 collègues. C'est mutualisation.
Et je pense combien d'entre nous ont l'habitude, en se promenant en centre-ville, de voir sur 50 mètres 4 livreurs qui livrent quasiment à la même adresse, avec des véhicules qui sont au mieux au tiers plein, pour pas dire aux 3/4 vides. Donc ça, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Et pour arriver effectivement sur ce type de mutualisation, le levier évident, c'est effectivement les data, et en particulier ce partage de data. Et je pense que le prochain challenge, il va être là. C'est de faire en sorte, que les gens soient capables d'acquérir de la data et de l'utiliser, mais surtout soient disposés à partager cette data et à la mettre en commun pour faire en sorte qu'on arrive à optimiser sur une globalité, alors qu'aujourd'hui, les gens qui commencent à travailler et à optimiser leur livraison urbaine ou du dernier kilomètre le font dans leur petit silo. Et peut-être l'illustration qu'on peut donner, c'est les réflexions qui commencent à être prises par un certain nombre de grandes enseignes. Elles sont toutes en général à l'extérieur de la ville, dans une zone commerciale, et quand elles livrent depuis ces magasins vers le centre-ville, de simplement se dire que mutualiser ces départs depuis cette zone commerciale en livraison vers le centre-ville, plutôt que d'en avoir une camionnette ou 2 camionnettes par enseigne, semble être un pas naturel et qui devrait être assez facile à mettre en place, mais qui en réalité est assez compliqué parce que c'est pas le manque de data, mais c'est le manque de volonté et de capacité de pouvoir partager cette data et du coup de travailler sur un modèle beaucoup plus large. Et justement, François, vous avez connaissance de projets open source qui vont dans ce sens-là? Alors, open source ou pas open source, ouais. Parce que je pense qu'avec l'open source, on entre sur un autre débat. Donc, oui, c'est vrai, mais là, je pensais plus à François Michel, vous voyez. Mais effectivement, il y a des discussions qui commencent à prendre forme autour de ça. Les gens commencent à réfléchir et je pense qu'encore une fois, les choses vont s'accélérer parce qu'effectivement, le cadre législatif va faire prendre conscience à ces acteurs que si ils ne se prennent pas en main par eux-mêmes, quelque part, on va leur mettre des règles et on va leur imposer des choses qui vont devoir réinventer leur métier et leur processus. Donc, ils sont en train de commencer à y réfléchir, oui, c'est clair. Pourtant, on a parmi nos partenaires sur ces 3 journées, on a FM Logistique, par exemple, qui historiquement est un acteur de la mutualisation assez important. Vous pensez aujourd'hui, et peut-être qu'aussi au niveau d'Adameo, il n'y a pas encore la demande des acteurs privés avec peut-être assez de puissance pour que l'État n'ait pas besoin de donner un cadre, peut-être contraignant, en tout cas de guider l'action de ces acteurs-là. Je pense qu'il va y avoir les acteurs qui vont être moteurs, et qui sont déjà en train de réfléchir à ce besoin et qui anticipent des évolutions de marché par rapport à des attentes consommateurs très fortes. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir une marque qui ne soit pas engagée sur l'éco-responsabilité. Donc il y a les entreprises qui vont jouer un rôle moteur parce qu'elles sont plus visionnaires que les autres. Celles-là, ça va être la loi du The Winner Takes All. Donc les premiers qui vont arriver sur ce marché vont se faire une réputation. Ils vont prendre les premiers emplacements logistiques urbains disponibles. Donc ceux qui seront à la traîne, ils seront plus dans le jeu. Mais en parallèle, ce mouvement va être accéléré parce que les collectivités locales vont contraindre. Et on a vu ce qui s'est passé aux élections. Enfin, je crois que la tendance, elle est très claire pour tout le monde. Donc il ne serait pas étonnant qu'il y ait très rapidement des initiatives visant à restreindre l'accès en centre urbain. Ce qu'il faut absolument, c'est que ça soit coordonné de manière intelligente entre les pouvoirs publics et les acteurs économiques pour éviter qu'ils soient les uns et les autres pris à la gorge. Mais ça, c'est une question de se mettre autour d'une table et de discuter. Mais par exemple, la fermeture de la rue de Rivoli à Paris, j'ai vu certaines réunions où ça a été un vrai sujet, parce que ça a pris de court quand même les gens qui devaient être livrés. On rouvre post-Covid, mais les camions ne peuvent plus venir. Mais on fait comment? Donc il y a un moment, il faut trouver le juste milieu entre la nécessité d'une activité économique qui doit se poursuivre, et également des règles écologiques qui doivent améliorer le vivre en commun. Donc ça, je pense qu'en fait, il faut que ça se fasse en bonne intelligence. Donc on a certains clients qui sont très en avance sur ces réflexions de manière assez surprenante. Et on voit que ça s'accélère à une vitesse absolument phénoménale. C'est-à-dire que ceux avec qui on a commencé à discuter, c'est pas on se revoit dans 3 mois, c'est on se revoit dans 1 semaine. Et on est en train d'avancer très très vite. On en voit d'autres, on leur raconte, ça leur rentre par une oreille, ça leur sort par une autre. Je pense que ceux-là, quand ils vont se réveiller, ça va leur faire très mal. Parce qu'il y a vraiment des acteurs qui prennent le sujet aujourd'hui très au sérieux. Et que ce soit, d'ailleurs, c'est réfléchi au niveau du prestataire logistique et c'est réfléchi aussi au niveau des chargeurs.
il y a aussi beaucoup de différences en fonction des industries. J'ai envie de dire qu'il y a des industries qui sont beaucoup plus sensibles à ces logiques de développement durable. Quand on parle du luxe et de la cosmétique, ils sont très conscients qu'aujourd'hui, leurs consommateurs, et tristes plutôt, se détournent de leur marque s'ils ne prennent pas des engagements forts. Et donc, ils sont très moteurs sur ces réflexions-là. Il y a d'autres acteurs qui sont un peu plus en retrait. François Michel, vous allez réveiller les acteurs les plus en retard? Alors, moi, je suis très Kodak, Fujifilm. Kodak, ce sont ceux qui ont disparu. Et puis, vous venez de le rappeler, ça a été clairement posé. Et ceux qui seront surpris, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu voir ce qui était en train d'advenir. Par contre, ce que nous devons faire, tant moi du côté politique que des acteurs économiques, c'est inciter, inviter chaque collectivité d'une dimension notable. On va commencer d'abord par les communes, les grandes villes et les métropoles, à avoir un adjoint, une adjointe qui comprend la logistique, voire même qui a le titre logistique. Après, il faut aussi au niveau de la région des vice-présidents en charge de la logistique. Mais reprenons les élections d'il y a quelques semaines. 7 des 10 plus grandes villes sont dorénavant dirigées par des écologistes ou des alliances d'écologistes, que je connais très bien puisque je suis moi-même écologiste. Mais, vous avez tout à fait raison. La réponse risque d'être simpliste, alors qu'elle est simple. C'est qu'il y ait un responsable élu, un adjoint donc, qui a ce sujet d'utiliser le levier logistique pour répondre à l'objectif que la nouvelle gouvernance ou la gouvernance réélue souhaite mettre en œuvre à la dimension de sa ville, à la dimension de sa métropole. Donc peut-être que, moi je vais le faire de mon côté, mais les acteurs économiques et ceux qui veulent être des Fujifilm, allez voir vos élus en disant nous, on veut apporter des réponses, nous savons organiser des systèmes, nous savons répondre aux besoins de vos habitants, habitantes, de vos professionnels, mais dans ce cadre, il nous faut aussi qu'on ait un dialogue, et pour ce dialogue, il faut qu'on ait une personne désignée, un adjoint à la logistique. Je crois qu'à Paris, n'a toujours pas un adjoint au transport, ce qui est une confusion, le transport et la logistique. C'est que, en général, j'ai rarement vu encore des colis décider de changer au dernier moment tout seul de destination par rapport à un incident. Le piéton, qui est un être humain, peut décider de changer de trottoir, de changer de rue, de passer de vélo à un autre mode de transport. Donc, ça ne peut pas être la même personne. L'adjoint au transport répond à des besoins d'être qui réfléchissent humains. L'adjoint à la logistique, lui, participe à organiser un système. Donc, ça ne peut pas être le même adjoint. Et ça, c'est aussi un des grands enjeux de faire comprendre que c'est pas le même. C'est pour l'instant raté au niveau du gouvernement, puisque c'est toujours le ministre des Transports, et Jean-Baptiste Djebari est un ami, mais qui s'occupe de la logistique et qui pense passagers. Donc, il passe à côté du sujet. Guillaume, vous évoquiez tout à l'heure le thème de la mutualisation, puis une approche un peu plus, on va dire, systémique de la logistique urbaine. En quoi c'est une piste à privilégier aujourd'hui pour justement repenser un peu les anciens schémas et justement les dépoussiérer et aller vers quelque chose de nouveau? Parce qu'en fait, c'est un peu la seule solution. C'est-à-dire que j'entendais pas plus tard qu'hier un grand donneur d'ordre qui me disait « Mais nous-mêmes, on doit réinventer notre manière de penser. Il faut qu'on arrête de penser ma ou mes supply chain. Il faut peut-être que je réfléchisse à la supply chain et que finalement, entre, je vais prendre des exemples, un Michelin, un Renault, un L'Oréal et un Sanofi, est-ce qu'ils n'ont pas des opportunités de mutualisation qui vont être bénéfiques pour l'ensemble? Mais en fait, le gros problème, c'est qu'il faut apprendre à réfléchir différemment. Ouais. Donc je crois que le vrai enjeu, il est culturel. Et à partager les données. mais alors, c'est clé, c'est-à-dire que la donnée, demain, c'est quand même l'outil qui va vous permettre de prendre des décisions éclairées. Donc à condition, évidemment, de pouvoir la collecter, la travailler, l'enrichir, etc. Mais c'est évidemment clé, cette transformation ne pourra s'opérer que parce que les données permettront d'étayer une prise de décision qui ne sera pas toujours facile à prendre. Alors, moi, je suis convaincu qu'on va arriver vers ces mutualisations plus fortes, que c'est effectivement le point de réflexion de départ, c'est ce qu'on attend dans les centres urbains, c'est-à-dire le mieux vivre ensemble, moins de camions, plus de confort, moins de pollution. Donc ça va accélérer le phénomène. Alors, la question que ça pose derrière, c'est quels sont les moyens urbain qu'on a. Enfin, le foncier à Paris, c'est quand même compliqué de mettre 3000 mètres d'entrepôt en plein milieu des Champs-Élysées. Ça va être compliqué. Donc ça pose un certain nombre de questions, mais si on se dit typiquement, je suis vraiment dans la prospective, mais c'est quand même des choses qui vont arriver, si on ferme certains arrondissements de Paris demain aux voitures, mais il y aura plein de parkings, à quoi vont-ils servir ? Donc en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir apparaître de nouvelles opportunités. Je suis dans la prospective parce que j'ai pas la réponse. Je dis simplement que le métro la nuit, à quoi peut-il servir ? Est-ce qu'il pourrait pas servir aussi à distribuer des produits sous la ville ?
Donc il y a plein d'idées Faire du fret possibles à explorer. marchandises au lieu du fret. J'en sais rien, je ne sais pas si c'est pertinent ou pas. Je dis qu'en fait, on est à un moment où il y a plein de choses qui vont être bouleversées par cette réorganisation des flux, et donc il va y avoir plein de choses à réinventer. On peut aller au-delà. Il y a une grosse tendance en ce moment dans la logistique, qui est ce qu'on appelle la micro-préparation de commandes. Donc c'est la capacité de préparer des commandes en centre urbain sur des espaces hyper denses. Est-ce que ça ne va pas redéfinir aussi la logique du retail, qui est déjà quasiment plus de stock, mais en fait on va réduire les points de vente en termes de superficie qui vont devenir des points expérientiels. Et finalement, vous aurez des shops un peu cachés, ce qu'on appelle des dark stores, qui seront en ville, je ne sais pas, dans des sous-sols de bureaux de poste, par exemple. Quand vous rentrerez chez vous, le coursier arrivera en même temps que vous avec vos achats. On peut tout imaginer, en fait. Les centres commerciaux, ils vont se réinventer aussi. On sait que quand quelqu'un achète dans un centre commercial, il s'arrête d'acheter à partir du moment où il a trop de sacs dans ses mains. Pourquoi, en fait, on a besoin de sortir des magasins avec les sacs ? On pourrait très bien imaginer que le sous-sol et le parking soient construits autour de systèmes d'automatisation de préparation de commandes, et que quand vous ressortiez, votre mobile détecte que vous êtes à l'entrée du parking et vous avez un bac qui arrive avec l'ensemble de vos colis qui provient de différents magasins. Et le stockage sera mutualisé entre toutes les marques, on n'a pas besoin de les séparer. Donc en fait, aujourd'hui tout ça est possible, le levier technologique est prêt. Les datas sont prêtes, le levier technologique, c'est-à-dire l'automatisation, est prêt. Il faut juste qu'il y ait une transformation culturelle qui s'opère. Et après, je pense qu'il y a énormément d'idées qui vont intervenir. Je ne sais pas si vous avez vu, la filiale de la Poste Urbi, hier, a trouvé un nouvel investisseur, dont je ne me souviens plus du nom. Un organisme aussi, la Banque pour les collectivités locales, me semble-t-il. Donc Urbi, elle est dans cette logique-là aussi, c'est-à-dire comment je mutualise l'accès en centre urbain avec des flux mutualisés. Donc les offres arrivent, il y a des opérateurs historiques qui sont en centre-ville, qui ont un vrai patrimoine immobilier qui vont pouvoir valoriser. Je pense qu'il y a plein de moyens en fait qui vont rendre possible cette transformation. Il faut juste y aller. Encore une fois, c'est ce qu'on disait, il doit y avoir l'aide du législateur, de l'administrateur de collectivités locales, mais il doit y aussi avoir des entreprises un peu plus visionnaires qui s'engagent directement dans ces démarches. Et après, c'est une discussion entre les deux parties qui va accélérer le phénomène, qui va rendre... Enfin, le but du législateur, c'est rendre un cadre pour que l'innovation et l'opportunisme économique s'exercent en toute liberté. Je pense que c'est que comme ça qu'on pourra y arriver. Et on a vu à Paris l'expérience de la RATP proposant maintenant l'usage des parkings de bus en journée pour pouvoir faire du dispatch. Donc ça, c'est parti. Donc il y a plein d'idées, en fait. C'est ça qui est... Il y a plein de choses à explorer. Tout ça sont des nouveaux modèles qu'il va falloir réfléchir. Et la technologie est effectivement là et elle est disponible. Les prix chutent de façon drastique et vont continuer de chuter. Donc ce qui pouvait être un frein au niveau des business models et des calculs de retour sur investissement il y a même 2 ans est en train petit à petit de s'effacer. Les accès à la data, effectivement, sont de plus en plus facilités. Donc c'est maintenant où on a besoin, effectivement, que les gens qui sont sur le modèle du consulting et qui sont capables de réfléchir à ces flux sur leur intégralité prennent effectivement les choses en main et soient force de proposition pour engager les discussions et éventuellement même les stimuler vers les industriels qui seraient un petit peu en retard ou qui ont entendu d'un côté et laissé ressortir de l'autre. Guillaume, vous évoquiez le concept de dark shop. On voit que les retailers ou Amazon s'accapare le dernier kilomètre. Désolé François Michel, j'évoque Amazon en fournisseur de solutions. Finalement, sans tomber dans une forme de poujadisme primaire, comment on préserve le commerce de proximité, le commerce de centre-ville aujourd'hui? Et par rapport justement à la problématique de la crise sanitaire, on se dit, mince, les gens ont énormément souffert sur ces secteurs-là. Comment on fait pour les préserver tout en pensant à la logistique urbaine? C'est une vaste question. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à réinventer. Le retail lui-même va se réinventer. Je pense qu'on va avoir des expériences d'achat qui vont être beaucoup plus expérientielles. On parle beaucoup d'omnicanalité, mais est-ce qu'on a fait en sorte que les supply chains soient capables d'adresser cette promesse d'omnicanalité? C'est très complexe quand on a un marketing qui vous dit « je suis capable de livrer en 2 heures », le patron de la supply, il tousse un peu, parce que ces flux ne sont pas du tout organisés pour faire ça. Donc aujourd'hui... il y a beaucoup de choses à réinventer. Moi, je pense que, typiquement, si vous prenez les supermarchés, je pense que dans quelques années, il n'y aura plus de rayonnage. Vous pensez à quoi? Simplement, on aura des stocks dans les hyper qui seront hyper densifiés et en fait, vous ferez vos courses avec une application. Il va y avoir une transformation du rôle des salariés qui sont dans les supermarchés, qui auront un rôle de conseiller, et qui vont faire vivre une expérience d'achat différente, qui vont faire goûter des nouveaux produits, qui vont vous expliquer d'où viennent les produits, comment ils sont faits, par exemple.
Et à la fin, vous n'aurez pas de caddie, simplement, vous serez livré de vos achats de manière complètement différente. Donc tout ça va être complètement réinventé. Très bien. François Michel, votre avis en tant qu'élu? Oui, et puis surtout en tant que perception de ce qui est en train de se transformer, c'est tout à fait ça. Quelles sont les deux attentes des consommateurs à être servis au plus vite? Donc c'était l'intérêt des boutiques dans un certain temps. Maintenant, c'est l'offre type e-commerce qui peut vous servir parfois en quelques heures. Et le second intérêt, c'est d'avoir un sens à son achat. Et donc, je vais insister sur ce point. C'est que à un moment donné, ce sens sur l'achat, c'est de la proximité. Mais c'est aussi des réponses spécifiques, comme vous l'avez dit. Et donc, moi, je reviens sur le troisième qui est né et qui concerne peut-être moins tous les consommateurs, mais qui concerne quand même une frange importante des prescripteurs consommateurs et des décideurs. C'est être aussi sur des modèles soutenables de résilience, sortir d'une hyperconsommation. C'est ce qu'on peut ressentir à la sortie du Covid. Il y a beaucoup de consommateurs qui sont continuer dans leur hyperconsommation. On a vu des files d'attente devant des magasins de vêtements qui, justement, sont des vêtements qui tournent beaucoup. Mais on a aussi entendu des consommateurs dire « je vais avoir une autre approche dans mon modèle de consommation qui fait durer les produits, qui les partage, qui peut-être les upcycle en un jean que je vais upcycler et non pas changer de jean. Et donc, il y a d'autres choses qui sont à mettre en œuvre. Et là, c'est certain que l'offre de e-commerce qui permet de faire venir de très très loin, très efficacement des produits ne répond plus du tout, puisque c'est la proximité humaine, et ce que vous disiez, l'expérience, qui apportera des réponses. Donc, il faut tenir compte de ces trois paramètres. Et nous, les politiques, nous avons quelques responsabilités quand même, notamment pour donner un cadre. La direction dans laquelle notre modèle de société s'inscrit, et deux, le cadre économique dans lequel les acteurs, que ce soit les consommateurs, les fournisseurs, les différents acteurs économiques, vont s'inscrire pour répondre à cet objectif. Parce que, évidemment, que la période de la grande consommation ne peut pas être la période d'une consommation totalement différente. Donc, ce ne sont plus les mêmes cadres législatifs. Et donc, on en revient toujours à la même chose. Il y a une nécessité de dialogue, de compréhension. Et là, j'en finirai sur un point. C'est ma très grande difficulté au Parlement qu'il n'y ait pas ces relais. Donc, c'est aussi aux acteurs économiques de trouver les moyens de faire du lobby, disons les choses, pour expliquer que nous ne sommes pas adversaires, là je mets côté politique et professionnel, mais au contraire complémentaires pour aller de l'avant. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un dialogue. Donc les entreprises presque prescriptrices par rapport aux législateurs, là, vous êtes en train de me dire. Exactement. On pourrait presque imaginer, moi je suis député, je reçois je ne sais combien de propositions d'amendements pour orienter différemment. On va prendre quelque chose de totalement différent de la logistique. Par exemple, on est dans la loi bioéthique. J'ai des propositions d'amendements qui m'expliquent pour les embryons, pour les différents enjeux de cette loi bioéthique. Ce sont bien des lobbies extérieurs qui ont réfléchi et qui ont défini que si eux ils souhaitent, qu'on soit pour ou contre, c'est pas le sujet, que un couple de femmes puisse avoir un enfant. Ils ont compris quel était le chemin législatif, quel était le cadre législatif que nous devions faire, et ils nous préparent les amendements tout en nous explicitant. Après, à nous de faire le choix ou pas. C'est le politique, mais les acteurs économiques et logisticiens ne savent absolument pas faire ça et ne sont que sur la défensive. En ce moment, j'en suis aussi signataire, il y a la grosse crainte sur la question des moratoires des plateformes logistiques. On n'a reçu aucune contre-proposition. Donc forcément, nous, politiques, on répond à une pression citoyenne avec une réponse type le marteau pour écraser une mouche. Mais et c'est ce que j'essaie de monter, bientôt une réunion avec mes collègues députés et des acteurs de la logistique. Maintenant on va dialoguer et dites-nous quel est le chemin qu'il faut prendre, vous experts,
pour répondre à nous, l'objectif qui est que les citoyens veulent peut-être moins d'entrepôts, moins de camions, plus de résilience, tout ce qu'on nous a dit tout à l'heure. Donc c'est le grand enjeu qui est devant nous, que les logisticiens sortent de l'ombre et fassent comme les autres acteurs qui font des pressions. Moi, le lobby, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Se structurent, fassent du lobby explicite et disent où on peut aller ensemble pour répondre à un enjeu commun, celui du politique, qui est le relais du citoyen, et celui du logisticien, qui est la mise en œuvre des choix politiques. Très bien, merci François-Michel. Je vois que le temps file à une vitesse exceptionnelle. Nous allons passer à la phase de questions-réponses, mais avant tout, un petit jingle. De retour sur le plateau d'Agora Média pour ces journées digitales et internationales de la supply chain. Karine, vous allez animer la phase de questions-réponses. Donc Karine, qui est la présidente du club Agora Manager Supply Chain Rhône-Alpes, Lyon, pardon. Et peut-être une première question pour commencer. Oui, merci messieurs. Donc beaucoup de questions de nos visionnautes, nouveau terme que j'ai appris aujourd'hui. Le milieu de la logistique est généralement un milieu fragmenté, on le sait tous. Par quels moyens peut-on atteindre la mutualisation dont vous parlez, la massification des volumes et le partage des données? François? En fait, nous chez Adamos, ce qu'on cherche à faire, c'est pousser les gens à travailler de nouvelles manières, de manière plus collaborative. Et donc le but, ça veut dire qu'il faut avoir fait un petit travail sur sa culture d'entreprise, mais il faut accepter de se parler, de venir soulever un problème et de se mettre à plusieurs autour de la table pour le résoudre. Et le problème, en fait, ce qui est très difficile, c'est qu'il y a une vraie culture du grand donneur d'ordre qui impose ses vues à ses sous-traitants. Et c'est cette culture qu'il faut réussir à changer. Et donc l'objectif, c'est d'abord, il y en a un certain nombre qui commencent à évoluer positivement dans ce sens-là, c'est que ce grand donneur d'ordre doit petit à petit être à l'origine de l'initiative et bien faire comprendre, ça c'est notre rôle de consultant, comment on fait pour onboarder des fournisseurs sur ce sujet-là. Et c'est là, nous, on a un vrai rôle, c'est-à-dire que quand on va se lancer dans un projet de mutualisation, on a un rôle de communication, c'est-à-dire qu'on doit être capable de faire sentir à tout l'écosystème quelle est la valeur ajoutée qu'il va pouvoir ressortir de cette mutualisation. Donc le travail, c'est expliquer aux grands donneurs d'ordre qu'ils doivent devoir partager la valeur ajoutée et faire comprendre à l'écosystème qu'il va en recevoir. Je vais prendre un exemple assez simple. En fait, quand on réfléchit à la situation des compagnies aériennes, à un moment, elles se sont rendues compte que quand elles étaient en compétition sur plusieurs lignes, ça ne marchait pas. Et donc, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont dit, on va essayer plutôt que de se battre et de voyager avec des avions vides, on va remplir vos avions sur cette ligne-là, puis mes avions sur celle-là. Pourquoi on ne ferait pas la même chose dans la logistique? Et puis ensuite les aéroports. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait très bien aujourd'hui imaginer qu'un entrepôt soit la propriété d'un prestataire et que son concurrent lui dit écoute, j'ai un besoin près de chez toi, est-ce que tu peux m'exploiter 2 cellules? On se met d'accord sur un modèle économique, tout le monde est content. Lui, il n'a pas besoin de faire des investissements. Alors après, ça pose aussi la question du modèle économique du prestataire logistique, qui est aussi très souvent une foncière associée, mais c'est un mode de fonctionnement qui est parfaitement possible. On n'en est pas encore tout à fait là, parce que quand vous posez ce genre de remarques sur le bureau de prestataire logistique, on a plutôt des légers sursauts, des petits rictus. Mais ce sont des choses qui vont arriver. Et moi, je suis convaincu toujours que c'est les acteurs les plus engagés, qui prennent les décisions les plus surprenantes, qui vont en tirer le plus de bénéfices. Le problème, c'est qu'à un moment, il faut réussir à le faire. Et je pense qu'on s'en rapproche petit à petit, parce que c'est une évidence. Et puis, si on parlait de moratoire sur la construction des entrepôts, boum, là, vous avez un driver qui peut déclencher immédiatement le fait que, là, on a un problème, on ne peut plus construire. Comment on fait? J'ai 40% d'espace inoccupé ici, qui en veut? Donc là, si je vulgarise, là, votre rôle en ce moment, c'est de faire des bascules au niveau des business models. C'est d'inventer de nouveaux business models. D'accord. Surtout. Pas de réinventer l'économie de marché en disant. Non, on n'a pas cette prétention. Dieu merci. Non, mais on parle beaucoup de supply chain intégrée, de supply chain collaborative. Pour transporter un bien, je ne sais pas, quand on veut importer, c'est pas très correspondable, je suis désolé, mais si on veut importer des avocats d'Afrique, il y a peut-être 30 intervenants sur la chaîne. Qui vont... Donc si vous ne vous parlez pas, comment voulez-vous améliorer les choses? Oui. Donc en fait, la seule solution pour que la supply chain soit plus performante et plus éco-responsable, c'est que tout le monde accepte d'être contributeur de manière positive à une plus grosse performance éco-responsable. Et donc il faut changer les modes de travail, il faut être beaucoup plus sur des modes collaboratifs, tout simplement. Très bien. Karine, une autre question?
Oui, une question assez complémentaire, et on parlait de gros acteurs tout à l'heure. Ne croyez-vous pas que la mutualisation des moyens et des data ne va s'opérer qu'entre les acteurs clés de la supply, en particulier les pure players, et les acteurs majeurs, type FM, DSV et beaucoup d'autres? Donc, quid du coût de la vente de ces data et du niveau de maturité des différents réseaux de distribution? C'est là qu'on rentre, nous, dans le jeu, et qu'effectivement, s'appuyant sur des partenaires et des consultants qui, effectivement, sont capables de décrypter les besoins, nous, on amène la technologie à un coût, effectivement, abordable. J'allais dire, on arrive avec la boîte à outils qui va permettre à des sociétés de pouvoir construire une offre totalement custom de A à Z, mais aussi avec des solutions un petit peu pré-packagées qui vont permettre à des acteurs peut-être plus petits, avec moins de ressources, peut-être même moins de moyens, d'être capables malgré tout d'embarquer dans cette transition et dans ce voyage qui est nécessaire pour effectivement faire évoluer les choses et participer à ce trend qui est en train de se créer. Moi, je compléterais en disant que c'est pas une question de taille, c'est une question de volonté. Je pense qu'il y a des acteurs historiques qui ne sont pas du tout en train de comprendre ce qui se passe, qui sont sur des positions fortes de marché, donc ils se considèrent intouchables, et qui ne sont pas du tout en train d'opérer des changements qu'ils devraient opérer. Et il y a ceux qui sont beaucoup plus petits, qui ont bien compris qu'il fallait être agile et réagir rapidement, et qui, eux, vont leur tailler des croupières. Donc je ne sais pas vraiment une question de taille, c'est plutôt une question de vision et de capacité d'exécution, et d'avoir vraiment envie de faire changer les choses en travaillant en plusieurs. Une autre question, Karine? Oui, une question sur les moyens. Donc, d'autres moyens. Comment mieux utiliser les voies fluviales dans les villes? Et est-ce que ça peut être une solution, une réponse en tout cas à la problématique? On parle aussi de l'ubérisation, c'est-à-dire de la livraison par des particuliers. Est-ce que ce sont aussi des pistes qui sont pertinentes à creuser? Je pense que toutes les pistes sont pertinentes à creuser. S'il y a un modèle économique derrière et que les niveaux de service sont là, tout peut s'envisager. Ce qui est intéressant, c'est que ça pose la question en fait, de la planification des réseaux et du design des réseaux. Et je pense que c'est là où les data vont être particulièrement importantes. C'est comment j'intègre la notion éco-responsable dans la planification de mon réseau. Comment je rends ma logistique capable d'absorber les pics de charge qui vont arriver, faire face à la volatilité, et tout ça sans avoir un impact carbone négatif. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est la notion de simulation et de modélisation des réseaux, être capable en fait d'intégrer la dimension écologique dans la prise de décision, mais dès la simulation et la planification. D'accord. Moi, je prône pour la mise en place d'une fiscalité qui s'appuie d'abord, qui irait pour le chargeur, c'est le chargeur qui porterait cette fiscalité, et cette fiscalité, elle porterait sur les impacts environnementaux, à commencer par le carbone de la chaîne logistique. Donc, et là, à ce moment-là, effectivement, ça amènerait à des changements. Donc, on parle beaucoup du fluvial, on parle beaucoup du ferroviaire. Tout à l'heure, on a eu une réunion avec les lobbies du fret ferroviaire qui nous promettent 30% de part de marché dans quelques années. Depuis que je suis dans ce métier, on me le promet. Il y a quelque chose qui est complètement oublié, c'est la sous-performance du transport routier. C'est aujourd'hui des camions qui ne sont pas avec des taux de chargement adéquats, avec des systèmes d'organisation, des moyens techniques qui pourraient être améliorés. La chance aussi du routier, c'est que c'est un renouvellement de 5 à 7 ans de la flotte, ou au moins du tracteur, alors que une péniche, c'est 40 ans, une locomotive, c'est 20 ans, c'est-à-dire qu'on peut avoir des technologies au fil de l'eau qui s'incrémentent très rapidement. En une décennie, 2 fois, on aura changé la performance du tracteur, la performance de l'offre routière, et c'est à nous de créer des contraintes. Une des contraintes, nous les législateurs, une des contraintes serait une fiscalité qui est sur le chargement. Je suis même allé à faire une proposition d'amendement où les concessionnaires d'autoroutes seraient rémunérés non plus au nombre de véhicules qui passent au péage, mais au nombre de passagers et de tonnes de marchandises ramenées au kilomètre carré.
Donc, vous ne pouvez plus agrandir votre autoroute, mais comment vous faites pour qu'il y ait plus de passagers qui passent et plus de marchandises qui passent? Et à ce moment-là, vous verrez que ce ne sont pas des acteurs premiers de l'offre logistique, mais ils iront voir les chargeurs, ils iront voir les organisateurs de chaînes logistiques, de transport, et ils leur diront si tu charges mieux ton camion, je te fais une offre différente, et eux, ils auraient une rémunération de l'État, puisqu'ils sont concessionnaires, améliorée. Donc on voit que c'est plutôt sur ces outils que nous devons travailler. Allez-y, François. Si je peux juste me permettre sur la multimodalité. En quelques secondes, oui. Clairement, je pense que c'est une piste qu'il faut explorer et qui va se développer. Je pense qu'un des freins aujourd'hui, c'est le fait qu'il n'y a pas vraiment les outils pour faire en sorte que cette multimodalité soit efficace. Le transbordement d'un moyen de transport à un autre est aujourd'hui relativement difficile à planifier et à optimiser sans avoir énormément de perte de temps. Et donc, au final, un coût économique qui, du coup, s'en trouve grévé assez fortement. À partir du moment où, effectivement, on va arriver à pouvoir travailler les outils de planification pour prendre en compte cette multimodalité, je pense qu'on va amener pas mal de solutions qui vont permettre de combiner ces différents modes les uns avec les autres. Très bien. Et c'est sur cet enjeu de la rupture de charge que nous allons nous quitter. Merci beaucoup François, merci Guillaume, merci François-Michel, merci François-Xavier. Je vous dis à très vite sur le plateau de Supply Chain pour la fin, le dernier temps fort de ces journées digitales et internationales de la Supply Chain. J'en profite pour remercier les équipes d'Agora Manager Club et d'Agora Media, ainsi que tous nos autres partenaires. Je pense à Supply Chain Village, notre partenaire Media Gold, Supply Chain Event, la SITL et Supply Chain Magazine. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour le dernier temps fort de ces journées, qui portera sur le thème du pilotage de la supply chain dans l'incertitude, sujet ô combien d'actualité. Intelligence collective versus intelligence artificielle, en compagnie d'Olivier Carnet, Head of Supply and Manufacturing Southeast Asia et Australia, Head of Global Logistics Manufacturing and SHE chez Unilever. Joël de René, biologiste, prospectiviste et écrivain. Jean-Christophe Maché, président chez président chez FM Logistique. Ce dernier temps fort sera aussi l'occasion d'élire la start-up de l'année 2020. Et enfin, ce temps fort de clôture sera animé par Michael Lejar et Jean-Philippe Guillaume de Supply Chain Village. À tout de suite. Merci.